Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien en ce mardi 9 mai. Alors oui, si je précise bien la date, c'est que je vivais un tout petit peu dans une dimension parallèle hier, où je vous ai dit qu'on se donnait rendez-vous jeudi soir pour la Google I/O, sauf que non, le 10 mai c'est bien mercredi. Donc si je reprends depuis le début, on vous proposera un live vers 20h30, 21h demain mercredi, pour suivre en direct la keynote pour les développeurs de la Google I/O. Donc voilà, maintenant que je suis bien en phase avec les dates, et d'ailleurs il vaut mieux parce que si vous le savez pas, Dev Café c'est tout simplement votre rendez-vous quotidien autour de l'actualité du développement, et juste pour vous donner envie d'écouter cet épisode, il sera notamment question du retour de la radio FM sur les smartphones, du sondage annuel de Stack Overflow ou encore d'Amazon qui fait un demi-tour. Bon, avec ça, j'imagine que ça va pas vous avancer franchement plus, alors bon, je vous propose qu'on regarde ça en détail tout de suite. Pour commencer, on va évoquer probablement le sondage le plus important de toute l'année, à savoir celui proposé par Stack Overflow. Je vous invite vraiment à y répondre, même si c'est assez long, car en fait c'est le seul à vraiment donner un aperçu global autour du développement, et par là j'entends à la fois le web, le cloud, l'IA, le mobile, bref, vraiment tout le paysage. Alors certains trouveront que ce ne sont que des données déclaratives et que par conséquent il peut y avoir de la triche, mais un peu à l'image des sondages politiques, généralement la masse fait que ce genre d'erreur est compensé. Bref, je vous conseille vivement d'y répondre, mais bon, tant qu'à faire, faites-le à la fin de ce Dev Café, et promis, je vais vous le rappeler. On va poursuivre cette première partie par plein de petits sujets autour du mobile, car il n'y a pas une grosse actu qui se démarque aujourd'hui. Et pour débuter, AppFigures nous livre son top mensuel concernant le classement d'avril des applications et jeux mobiles de l'App Store et du Google Play. Côté applications, c'est pas compliqué, on prend les mêmes et on fait bouger quelques places, mais vous noterez que ce sont quand même les réseaux sociaux qui trustent toujours le podium. D'ailleurs, la bonne nouvelle pour Facebook est que l'application retrouve enfin le top 10 sur iOS après l'avoir quitté le mois dernier. Mais ce qui est assez frappant, c'est de voir la différence de téléchargement avec 32 millions sur Android contre seulement 6 sur iOS. De là à dire que Facebook est un réseau social où Android est en majorité, il n'y a qu'un pas. Et d'une manière générale, dans le top global, il y a CapCut que certains d'entre vous ne connaissent peut-être pas, mais qui est tout simplement un éditeur vidéo qui est fait par la société derrière TikTok. Et à la dernière place, il y a Shine qui fait d'ailleurs pas mal polémique en ce moment pour les conditions de travail derrière le service par exemple. Et si on s'attaque au jeu, on a bien sûr toujours Subway Surfers, Roblox et Candy Crush, mais on note Dream11 qui arrive carrément à la première place sur Android, et ce qui est complètement fou, c'est que le jeu est uniquement disponible en Inde et c'est un jeu de cricket. Voilà, je vais pas trop m'attarder sur ce top car le classement des jeux bouge beaucoup, mais si éventuellement vous avez une super appli ou alors un super jeu à partager, eh bien profitez pour les mettre dans les commentaires, mais faites bien attention, mettez uniquement le nom et pas l'URL parce que sinon YouTube les bloque automatiquement. On va maintenant enchaîner avec plusieurs infos autour d'Android, et pour vous expliquer, beaucoup de projets ont souvent pour deadline la Google I/O, mais le problème c'est qu'il y a souvent tellement d'annonces que certaines sont annoncées un tout petit peu en avance pour éviter qu'elles ne soient complètement noyées dans le torrent que crée Google lui-même. Et en l'occurrence, il s'agit des paiements qui utilisent le Google Pay et non pas le Google Play, attention. Vous savez, c'est la fameuse info où je vous avais dit que la grosse breaking news c'était que le bouton il pouvait avoir des bords arrondis, mais en plus intéressant, il y avait jusqu'à présent la possibilité d'utiliser des fausses cartes pour s'assurer que tout était bien intégré. Et aujourd'hui, ils annoncent les PSP Test Cards, alors pour le coup ça n'a rien à voir avec la console de Sony, mais alors que les anciennes fausses cartes, elles validaient juste l'achat côté front, l'idée c'est ici de pouvoir valider tout le processus de paiement. En gros, un faux ID de transaction vous est renvoyé que vous allez pouvoir utiliser sur votre back-end et ainsi vous assurer que toute la chaîne marche bien. Et en combinant ces tests avec du UI Automator ou du Maestro, ça vous permettra d'avoir l'esprit un tout petit peu plus tranquille pour passer en prod. Toujours côté Android, mais cette fois-ci dans Kotlin en général, les coroutines viennent d'être mises à jour la semaine dernière en version 1.7. Sans rentrer dans les détails, il y a une nouvelle implémentation pour les channels qui offre des meilleures performances. Le nouvel opérateur Select se veut plus rapide, plus léger et plus robuste. Et enfin, le dispatcher I/O est disponible sur Kotlin Native. Pour tout le changelog, vous connaissez ma musique, le lien, bien sûr, il est dans la description. Et rapidement pour clore cette page Android, il existe un site qui montre tous les composables de Jetpack Compose qui sont disponibles, en allant de Material 3 aux composants pour les télés, ou bien sûr aussi les montres. Et bien ce site a maintenant une recherche, et l'avantage c'est que vous pouvez l'intégrer dans la barre de recherche de Chrome. Ce qui vous permettra de gagner encore plus du temps, c'est donc un super outil et je vous recommande de l'utiliser. Et enfin, deux dernières news rapides, si vous utilisez Android Studio ou IntelliJ, alors je sais pas si vous connaissez l'astuce, mais si vous mettez un fichier icon.svg dans le dossier .ida, ça vous permettra d'avoir dans la liste des projets une belle icône. Voilà donc une petite info qui ne changera pas le cours des choses, mais c'est généralement le genre de petit détail qui va vous différencier. Et la dernière info concerne WebKit qui a désormais un tout nouveau site pour sa documentation. Il est fait en MKDocs et ça vous explique à la fois l'envers du décor du moteur ou encore comment contribuer au projet. Là aussi, le lien il est dans la description.
Voilà tout pour ce volet mobile, quoique pas tout à fait. Mais allez, on dézoome quelques instants pour s'affairer aux actus en bref. Pour commencer, c'est le retour des licenciements avec la troisième vague chez Unity, le créateur du moteur de jeu qui se sépare de 600 personnes supplémentaires. Au total, ce seront près de 7000 employés qui auront quitté la société. Sans aucune transition, et si vous utilisez GitHub comme hébergeur, la nouvelle interface de recherche de code est désormais disponible pour tous. Et d'ailleurs, si je cite GitHub, elle est d'ailleurs incroyablement rapide. Je vous laisse donc vous faire votre avis. Ensuite, toujours sur GitHub, Nintendo a envoyé de nombreuses requêtes de DMCA pour des projets autour de la Nintendo Switch. Le projet Skyline, qui était un émulateur, a d'ailleurs annoncé cesser tout travail dans la mesure où les avocats de Nintendo ne se montrent généralement pas souples. Sur un autre sujet, la Société européenne de cardiologie a réalisé une étude qui montre qu'en téléphonant au moins 30 minutes par semaine, les risques liés à une hypertension artérielle sont en hausse de 12%. L'hypertension est un facteur de risque majeur de crise cardiaque et d'accident vasculaire cérébral. Par ailleurs, l'utilisation du haut-parleur ou d'un kit main libre ne changerait pas significativement les résultats. Et enfin, même si le format AV1 est encore loin d'être démocratisé, son successeur l'AV2 est en cours d'élaboration. Par contre, un sujet qui n'avance pas du tout, c'est la spécification de la V2 du SVG qui est bloquée depuis plusieurs années. On reprend et on ne délaisse pas tout de suite le sujet du mobile, car je me souviens de mon Nexus One qui pouvait utiliser les écouteurs comme récepteur pour la radio FM. Et mine de rien, il y a encore pas si longtemps, les smartphones proposaient encore la fonctionnalité. Et alors que la France essaie tant bien que mal de passer au numérique, le fameux DAB+, eh bien en Inde, le ministère des Technologies vient de demander officiellement à tous les constructeurs de proposer à nouveau cette fonctionnalité. Et en fait, quand je dis proposer, en réalité ce sera même obligatoire pour tous les nouveaux téléphones qui sont vendus. Et dans la mesure où le niveau de développement est assez disparate et que le smartphone est un peu l'élément pour faire progresser la population, l'idée est de rendre ce service accessible aux personnes en zone rurale et isolées. Mais surtout, ça reste un très bon moyen pour communiquer en cas d'urgence. Vu le public ciblé, ce sera très clairement pas sur les Galaxy 23 Ultra Pro Max plus machin truc, mais bon, c'est quand même intéressant de voir qu'une technologie aussi vieille, elle reste néanmoins toujours d'actualité. Juste avant de vous reparler de sujets plus sérieux, on fait un petit demi-tour et j'avoue que celui-ci m'a bien fait marrer. Alors si toutefois vous avez acheté un fauteuil Marcus de chez Ikea, il pourrait être à l'origine de problèmes avec les écrans externes. En effet, selon l'info trouvée par Frandroid, un ingénieur allemand s'est rendu compte qu'un couvercle en plastique se chargeait électrostatiquement et qui vient donc interférer avec ce qui est autour et notamment les écrans. Par conséquent, si vous avez ce siège, vous avez deux choix, soit en changer ce qui est pas top écologiquement parlant, soit brancher la chaise à la terre. Mais à 190 € la chaise, Ikea aurait quand même pu faire l'effort au moins de le signaler dans son guide d'utilisation. Bon, on redevient sérieux quelques instants car un article d'Amazon a refait surface autour de Prime Video qui, comme vous l'imaginez, tourne sur AWS. Et pour s'assurer de la qualité de diffusion chez les abonnés, ils ont mis en place un outil de monitoring basé sur du serverless ou des Cloud Functions si vous préférez. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas AWS, ces Cloud Functions, elles s'appellent des lambda. Et si vous regardez brièvement le schéma, on a l'impression que sur le papier, tout roule. On a en entrée un événement qui va ensuite potentiellement améliorer la qualité du flux. Mais très vite, ils se sont rendus compte que l'étape autour des Step Functions, elle posait problème, car avec le débit des vidéos, les changements d'état ils étaient si nombreux qu'ils atteignaient les limites de l'outil. Et ça avait aussi posé un problème en termes de coût, car la partie sauvegarde sur les buckets S3, elle devenait tout simplement hors de prix. Et ils expliquent que grosso modo, ils ont complètement arrêté cette architecture serverless pour finalement se retourner vers une architecture monolithique plus standard, on va dire. Et de ce fait, cet article a conforté les gens pour qui le serverless n'est qu'une mode qui ne mène nulle part. Mais je suis tombé sur cet article qui vient en quelque sorte contrebalancer en disant que le serverless c'est pas une mauvaise chose, mais dans l'exemple donné ici avec une faible latence, eh bien c'est tout simplement pas fait pour ce cas d'usage. Alors comme d'habitude, l'idée c'est pas de dire non c'est du caca, mais plutôt de dire attention, il faut pas généraliser, le raccourci il est bien trop simple. Et pour terminer, on va à nouveau se parler d'un problème sur NPM, et non cette fois-ci c'est pas une énième faille de sécurité, mais plutôt du mischievous qui se traduit en français comme farceur. Et dans l'idée, plusieurs packages contiennent du code JavaScript offusqué, ce qui laissait penser au pire. Mais en réalité, il s'agit d'une série de patchs qui modifient les fonctions pré-embarquées dans le JavaScript. Par exemple, sur le Session Storage, ils ont modifié la fonction inverse de telle sorte à avoir de manière aléatoire la chaîne de caractères. Dans le second, si votre tableau a une longueur impaire, la fonction includes, elle renvoie toujours faux. Alors je vais pas tous vous les faire, mais c'est dans la même veine, à savoir mettre du bazar dans votre projet sans vraiment que vous vous en rendiez compte. Donc si je vous résume, en plus de devoir faire attention aux packages avec des malwares, il va maintenant falloir faire attention aux petits malins qui s'amusent à vous faire perdre du temps. D'ailleurs, au cas où, vérifiez que vous n'utilisez pas Lodash Simple ni Lodash Tailwind car ils vont clairement mettre le bazar chez vous.
Et voilà, c'est sur ce dernier sujet où je sais pas s'il faut en rire ou en pleurer, mais en tout cas je vous rappelle 3 choses. La première, c'est que vous devriez répondre au sondage de Stack Overflow. La deuxième, c'est que ce serait quand même sympa que vous mettiez le pouce en l'air sur cette vidéo, car mine de rien, le robot YouTube, mais aussi votre serviteur aime bien voir le compteur augmenter. Et la dernière info, c'est qu'il faut bien réserver votre soirée de demain vers 20h30, 21h pour le live qu'on va organiser autour de la keynote de la Google I.O. Voilà donc pour tous les rappels, il est donc temps de s'arrêter et je vous souhaite à toutes et tous une très belle journée et surtout du courage si vous revenez du week-end de 3 jours. Allez, à demain!